Je suis très contente de vous retrouver pour parler à nouveau des parasites digestifs. Et aujourd'hui, on va voir ensemble le bilan d'efficacité actuel des vermifuges. Donc, dans cette présentation, on va commencer brièvement par rappeler un petit contexte. Ensuite, on va voir ensemble comment évaluer l'efficacité des vermifuges. Ensuite, on fera une synthèse d'efficacité des vermifuges. Et ensuite, on finira par les bonnes pratiques à mettre en place pour réduire le risque d'introduction de parasites résistants dans sa structure. Contexte. Donc, comme vous le savez, les équidés s'infestent par différents parasites digestifs et les trois principaux sont tout d'abord, on retrouve les petits strongles avec un taux d'infestation des animaux environ de 100% dès lors qu'ils ont accès à des pâtures. Les animaux s'infestent en ingérant des larves infestantes. Donc, souvent, les infestations, elles sont asymptomatiques, mais lors de forts niveaux d'infestation, surtout chez les animaux les plus sensibles, on peut avoir des coliques, des diarrhées, des retards de croissance et des fois de la mortalité, souvent au printemps avec la scytostomose larvaire, par exemple, ou suite à un traitement. Ensuite, on a les anoplocéphales, des fois on peut aussi appeler ténia, même si le terme le plus correct, c'est anoplocéphale. Donc, on a 3 espèces et l'espèce la plus fréquente, c'est Anoplocephala perfoliata. Là, les animaux s'infestent en ingérant un petit oribate qui est infesté par des larves de ce parasite. Et les pics d'infestation des animaux, c'est au printemps et en automne et c'est corrélé avec la présence de ces oribates sur les parcelles. Donc pareil, les infestations, elles sont souvent asymptomatiques, mais lors de fortes infestations, pareil, chez les animaux les plus sensibles, on peut avoir des coliques, une susception iléosécale avec des fois, ça peut aller jusqu'à de la perforation digestive et de la mortalité. Et ensuite, enfin, on a les parascaris. Donc là, c'est vraiment plutôt chez les folles. Chez les folles, on a des niveaux d'infestation de l'ordre de 30% des animaux. On a en France, on pense qu'on a une seule espèce qui est Parascaris univalens. Et les animaux, ils vont s'infester en ingérant un œuf qui contient une larve. On appelle ça un œuf larvé. Et les animaux ont développé une immunité à partir de 6 mois. Donc pareil, les infestations sont souvent asymptomatiques, mais lors de fortes infestations, on peut avoir des atouts, surtout quand les larves, elles vont migrer dans les poumons. Et des fois, avec les adultes, comme elles sont jusqu'à 50 centimètres, les adultes, on peut avoir de la diarrhée, des coliques et des fois de l'obstruction intestinale qui peut mener à la mortalité. Donc, pour lutter contre ces différents parasites, donc on avait mené une enquête avec l'IFCE pour voir un petit peu les pratiques détenteurs. On a vu 4500 réponses et on a vu que 94 et 95% des détenteurs utilisent des médicaments vétérinaires. Et en fréquence d'utilisation, donc majoritairement chez les folles, c'est de 3 à 4 fois par an, mais des fois, on peut avoir tous les 1 à 2 mois. Les adultes, c'est majoritairement de 2 à 3 fois par an. Également, ça peut aller jusqu'à 4 à 5 fois. En méthode d'estimation du poids, donc de la dose, on s'est rendu compte qu'en fait, qu'il y a très peu de détenteurs, donc seulement 24% de détenteurs chez les jeunes et 31% chez les adultes équidés qui vont du coup estimer un poids. Donc une dose la plus correcte à estimer pour les vermifuges. Donc, comme vous savez, quels sont les risques un petit peu de vermification fréquente et du risque de sous-dosage, donc c'est qu'on ne va pas utiliser la bonne dose. Donc, tout d'abord, dès lors qu'on vermifuge, donc c'est vraiment pas un acte anodin, on va altérer la flore digestive des animaux. Ensuite, qu'on va traiter surtout avec de l'ivermectine, par exemple avec ballon, on va avoir des résidus qui vont se retrouver dans les crottins. Et ensuite, ça va avoir un impact négatif sur la microfaune prairiale, par exemple sur les petits bousiers, et également sur les prédateurs de ces bousiers. Et ces résidus de vermifuges vont se retrouver, vont ruisseler, vont se retrouver également dans les cours d'eau. Et ça peut également impacter sur, par exemple, les algues, les poissons et les prédateurs de ces petits animaux. Et également, il y a une étude qui a montré que, en fait, on avait des résidus dans l'eau de boisson. Je crois que c'était en Bretagne. Donc, c'est pareil. Donc, on ne connaît pas encore l'impact de ces vermifuges sur notre santé, mais c'est également à prendre en compte. Et enfin, lorsqu'on va traiter fréquemment et en sous-dose, le risque, c'est de sélectionner des parasites résistants. Donc, comment ça fonctionne? En fait, dans un cheval, il va avoir des parasites sensibles et des parasites résistants. Donc, naturellement, qui ont eu des mutations qui leur confèrent une résistance. Donc, quand vous avez traité, vous allez éliminer tous les parasites sensibles. Donc, il va rester les parasites résistants. Et ces parasites résistants vont se développer en adulte, pondre des œufs et vont se retrouver sur les parcelles. Donc, plus vous traitez, plus sur votre parcelle, vous allez avoir une proportion importante de parasites résistants jusqu'au moment où les animaux vont se réinfester qu'avec des parasites résistants. Donc, maintenant, on va voir comment on évalue l'efficacité des vermifuges. Donc, est-ce qu'il existe des tests moléculaires ou des tests de terrain? Donc, en ce qui concerne les tests moléculaires, pour l'instant, il n'y en existe pas. Mais quand même, on commence à améliorer un petit peu nos connaissances sur les mécanismes qui sont mis en place par les parasites pour être résistants à ces vermifuges. Et on est en train de développer un test moléculaire pour la détection de strongles résistants au famendazole, donc au panacure. En fait, le famendazole, il va se fixer sur le microtubule. Le microtubule, c'est
c'est des fibres qui vont un petit peu être indispensables au bon fonctionnement des cellules du parasite. Donc en fait, si le fermentatol se fixe sur ces microtubules, bah, le parasite pourra plus se reproduire et il va mourir. Mais quand naturellement, il y a des résistances et en fait, il y a des mutations qui vont avoir lieu et du coup, bah, cette clé serrure, eh ben, elle va plus fonctionner. Et du coup, bah, c'est là où bah, on a des résistants, des parasites résistants. Donc, on est en train vraiment d'essayer de développer des tests pour identifier ces mutations. Donc, c'est vraiment en cours et on espère bientôt pouvoir mettre à disposition ces tests. Ensuite, en ce qui concerne les tests de terrain. Donc là, comme vous savez, le seul test actuellement disponible, c'est le test de réduction de l'excrétion fécale 2 de parasites digestifs, plus couramment appelé TREFO. Donc pour ce test, on peut évaluer l'efficacité contre les parascaris, les strongs, les anoplocephales. Contre les parascaris et les strongs, on peut utiliser un guide. Ce guide, il a été développé par l'Association mondiale des vétérinaires et on l'appelle ça la WAWA. Et du coup, pour ce guide, on a un site internet qu'on peut utiliser, c'est le fecrt.com. Donc moi, j'utilise ce site-là vraiment pour évaluer l'efficacité des vermifuges. Et pour les anoplocéphales, il n'y a pas de guide, mais on peut quand même utiliser les recommandations qui sont faites pour les 2 autres parasites. Donc on va voir ensemble les recommandations. Si vous voulez faire ce test, vers qui vous pouvez aller voir et demander. Donc, tout d'abord, bien sûr, il y a votre vétérinaire. Donc, il y a des vétérinaires qui mettent en place des tests de résistance. Mais sinon, nous, à l'ANSES, on a comme mission d'essayer de développer un réseau de surveillance de la résistance. Donc, on propose des tests actuellement gratuits. Peut-être l'année prochaine, on les fera un peu payer, mais vraiment pour que ça soit abordable à tout le monde. L'idée, c'est vraiment d'améliorer la connaissance sur l'efficacité des vermifuges actuels. Donc, on va voir ensemble comment on met en place un test de résistance dans sa structure. Donc, tout d'abord, contre les strongs. Il nous faut un lot d'animaux. Donc, il nous faut un lot de plus de 5 animaux. Ensuite, un lot d'animaux qui ont pâturé ensemble depuis au minimum 2 mois pour être sûr qu'ils sont infestés par la même communauté de parasites. Ensuite, un lot d'animaux qui n'ont pas été vermifugés depuis au minimum 2 mois pour être sûr que l'ancien vermifuge n'est plus efficace. Et ensuite, il faut être sûr qu'on est en capacité d'évaluer le poids, donc la bonne dose, soit avec un ruban, soit en pesant l'animal. Donc ensuite, comment se passe le test dès qu'on a sélectionné un lot? Donc juste avant l'administration d'un vermifuge, on fait un prélèvement de crottin chez tous les animaux. Les crottins, on va les envoyer à un laboratoire ou à l'ANSES pour qu'ils soient analysés pour qu'on puisse compter le nombre d'œufs dans les crottins. En parallèle, juste après le prélèvement de crottin, on évalue bien le poids, chaque animal, donc la bonne dose, et on vermifuge. Et 14 jours après le premier prélèvement de crottin et le vermifuge, on refait un prélèvement de crottin sur tous les animaux. Et pareil, on envoie les crottins pour qu'ils soient analysés, puis qu'on puisse compter le nombre d'œufs dans les crottins. Pour les strongs, c'est facile. Il y avait une super présentation hier par l'ADO qui a été réalisée, qui a montré que, voilà, c'était pour expliquer les différentes méthodes d'analyse coproscopique. La méthode McMaster, la plus classique, est très bien pour les strongs. Donc, tous les comptages d'œufs avant traitement et après traitement, on va les mettre ensuite dans un gros modèle mathématique et qui va nous sortir une valeur d'efficacité. On appelle ça un pourcentage moyen de réduction d'excrétion fécale d'œufs du lot et un intervalle de confiance. Et ce qu'il faut savoir, c'est que juste, il va nous calculer une bonne supérieure de cet intervalle de confiance. Et c'est cette bonne supérieure qu'on va comparer à des seuils qui ont été fixés dans la littérature. Donc, par exemple, on va s'attendre que pour chaque vermifuge, on va avoir un seuil d'efficacité attendu. Donc, si le modèle nous sort une valeur d'efficacité inférieure, ça va conclure qu'il y a résistance. Par exemple, pour le Panacur, on va dire que le seuil d'efficacité qui a été fixé, c'est 99%. Donc, si notre modèle nous sort une valeur inférieure, il y a résistance. Pour le Pyrantel, ou le Strongide, le seuil d'efficacité, c'est 98%. Donc, pareil, si on nous trouve une valeur inférieure, il y a résistance. Et pour l'ivermectine et la moxidactine, là, les valeurs, elles sont identiques. C'est 99,9%. C'est ça le seuil d'efficacité fixé et attendu. Donc, c'est assez simple. Donc, il faut faire un test très faux contre les parascaris. Donc là, forcément, on ne peut pas faire un test chez les adultes parce que les adultes excrètent très peu. Donc, il vaut mieux essayer de faire un test chez du coup, les jeunes, les folles. Et ce qui est recommandé, c'est entre 4 et 8 mois. C'est là où on a le pic d'excrétion des œufs. Ensuite, dans les recommandations, il nous recommande aussi de prendre seulement les animaux qui excrètent plus de 100 œufs par gramme de crottin pour enlever cet effet de coprophagie parce qu'on sait qu'il y a des animaux qui vont manger des crottins et donc il y a des œufs en fait qui vont faire tout le tour, mais c'est pas forcément qu'ils ont le temps de se développer, donc c'est pas forcément que les animaux sont infestés, ça va juste être tout le tour. Et pour les seuils d'efficacité fixés par la OWAP, là, pour chaque molécule, c'est 99%. Donc si on a une valeur qui est inférieure à 99%, le modèle va nous conclure qu'il y a résistance. Un autre point important pour les parascaris, c'est que dans ce test, on sait que la méthode McMaster, elle n'est pas vraiment adaptée.
Donc pour ça, en parallèle, il faut vraiment faire attention de vraiment demander à votre vétérinaire les tests, enfin les méthodes utilisées. Il y a 2 méthodes qui sont, recommandées. C'est d'abord la méthode du mini Flotac qui a été développée par les Italiens et il y a une méthode assez récente qui a été développée par les Suédois. C'est la méthode de Coles modifiée qui ont utilisé cette méthode pour identifier, des populations de Parascaris résistantes à des vermifuges. Donc cette méthode, comprend 3 étapes, une étape de centrifugation, il y a aussi une étape de flottaison et il faut lire à la fin 2 lames de McMaster. Voilà. Pour les anoplocéphales, donc là, pour faire le test, comme je vous ai dit, il n'y a pas vraiment de guide. Là, on peut adapter très bien le guide pour les strongles. Donc, pareil, on fait les mêmes critères, plus de 5 animaux, pâturage ensemble depuis au minimum 2 mois, aucun vermifuge depuis au minimum 2 mois, et être sûr qu'on puisse évaluer le poids de chaque animal avec un ruban ou une pesée. Et pour ce test, on ne pourra pas évaluer quantitativement la réduction. Mais par contre, on peut comparer le nombre d'animaux qui excrètent des œufs avant traitement avec le nombre d'animaux qui excrètent des œufs après traitement. Donc, on compare un petit peu cette présence-absence d'œufs dans les crottins. Et pour les analyses coproscopiques, il y a des études qui montrent qu'il faut vraiment une étape de centrifugation, c'est vraiment très important, une ou plusieurs, pour vraiment détacher les œufs qui sont dans les fibres. Donc ça, c'est vraiment important. Et ensuite, on peut aussi combiner une étape de sédimentation et étape de flottaison. Donc à moi, la méthode de McMaster, elle n'est pas du tout adaptée pour identifier des œufs d'anopocéphales dans les crottins. Donc par exemple, une des méthodes qui est plus connue, c'est la méthode de Proudman, mais la méthode de Coles est aussi très bien pour détecter des œufs d'anopocéphales. Donc, comme je vous l'ai dit, une fois pour les anoplocéphales, on compare bien le nombre d'animaux qui extraitent des œufs avant avec le nombre d'animaux qui extraitent toujours après traitement. Et comme ça, on peut suspecter des résistances. Donc, on ne pourra pas vraiment conclure, mais en tout cas, on pourra suspecter fortement la présence de résistance. Donc maintenant, on va voir ensemble la synthèse de l'efficacité des vermifuges. Avec les strongles. Donc, avant 2022, il y a eu 3 études qui ont été réalisées et qui ont montré qu'il existait des populations déjà de strongs résistantes au fumandazole, donc au panacure, et au pyrantelle, donc au strongyte. Depuis 2022, à l'ANSES, on développe, on met en place des tests de résistance. Donc, depuis 2022, on en a près à 150 tréfaux. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que pour le fumandazole, donc on avait vraiment beaucoup de résistance. Donc, dans environ 90% des lots testés, les populations de strongs, elles sont résistantes au fumandazole, donc en panacure. Et on a vraiment tous les types de structures, que ce soit les élevages, des centres équestres, des plateaux techniques, c'est vraiment très variable en termes de profil, de structure qui présentent des populations strong résistantes. Pour le pyrantelle, donc là, les résistances, déjà, on s'est rendu compte dans les structures, les petits particuliers, ils vont moins utiliser le strongide. Mais par contre, dans les gros élevages, on a vraiment identifié, là, dans 100% des élevages de chevaux de course testés, on a de la résistance également au strongide. Ensuite, l'ivermectine. Donc là, en 2023, on a identifié pour la première fois, dans 2 élevages de chevaux de course, un élevage de poneys, des populations de strong résistantes à l'ivermectine. Donc ça, c'est vraiment, en 2023, c'est la première fois qu'on en avait trouvé. Et depuis 2023, dans 100% des élevages de chevaux de course dans lesquels on teste, c'est des élevages où on avait des petites suspicions, il y en a à peu près une quinzaine, à chaque fois, on retrouve des populations de strong résistantes à l'ivermectine. La moxidectine, donc cette année, on a identifié pour la première fois une population de strong résistante également à la moxidectine. Donc, c'est vraiment la première fois. Donc, si en résumé, on a trouvé des résistances de populations de strong résistantes à toutes les molécules d'antelmertic disponibles. Et la particularité là pour cet élevage, il y a eu 2 élevages, c'est qu'en fait, ils utilisaient 2 fois par an de la moxidectine. C'était vraiment la particularité. À chaque fois dans les autres où ça marchait, ils utilisaient 1 fois par an, mais là, c'était vraiment 2 fois par an où ils utilisaient de la moxidectine. Donc, comme je vous l'ai dit, pour les populations de strong, on a vraiment trouvé des populations de strong résistantes à toutes les molécules disponibles. Ensuite, on va voir maintenant pour les Parascaris. Donc, avant 2022, il y avait 2 études dans lesquelles ils avaient trouvé des populations du coup de Parascaris résistantes à l'ivermectine. Donc, c'était plutôt dans des gros élevages, chevaux de course et je crois trotteurs. En 2025, actuellement, il y a une thèse qui est en cours, c'est la thèse paramètre avec Kenza Bourrier qui est doctorante à l'ANSES, qui étudie les Parascaris. Donc, pour l'instant, si vous avez vu, c'est pas facile d'identifier l'expression de pouvoir vraiment cocher toutes les cases pour trouver un lot dans lequel on peut mettre en place ce test. Donc, du coup, pour le fumandazole, on a quand même réalisé quelques tests et on n'a pour l'instant pas identifié de population de Parascaris résistante. Donc, en tout cas, le panacure fonctionne toujours. Pour le pyrantelle,
Là, par contre, on a trouvé les premières populations de Parascaris résistantes dans 3 élevages de chevaux de course. Donc là, c'est par rapport à avant, donc c'est une nouveauté. On a trouvé des résistances au Pyrentel. Ensuite, l'ivermectine. Donc là, pareil, on a testé dans 2 élevages de chevaux de course et dans ces 2 élevages, on a de la résistance à l'ivermectine. Donc c'est plutôt cohérent avec ce qui avait été trouvé dans les précédentes études. Et l'amoxidactine, bah, en fait, comme c'est peu utilisé là chez les folles, du coup, on n'a pas pu l'utiliser parce qu'on sait que l'amoxidactine avant 6 mois, 6 mois et demi, normalement, c'est pas autorisé. Ensuite, les aneuploncéphales. Donc avant 2022, bah, il y avait pas vraiment de données disponibles. Donc là, cette année, pareil, on a refait des tests et pour le praziquantel. Donc on suspecte la résistance dans 5 élevages de chevaux de course. Je vais vous montrer un petit peu les résultats. Donc là, c'est en bas, vous avez tous les élevages. Et en vert, c'est la proportion d'animaux excréteurs d'œufs avant traitement. Et en orange, la proportion d'animaux excréteurs d'œufs après traitement. Donc si on commence par l'élevage 3, où il y avait 8 animaux, on peut voir que avant traitement, il y avait 100% des animaux qui excrétaient des œufs. Après traitement, il y avait toujours 100% des animaux qui excrétaient des œufs. Et en termes d'OPG, 2 par gramme de crottin, on était quand même toujours très élevé, à peu près à 125 EPG. Donc voilà, on peut dire que là, ça n'a vraiment pas fonctionné. Et si on prend l'élevage 1, 2 et 4, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une augmentation du nombre d'animaux excréteurs entre avant et après traitement. Là, on peut voir qu'avant traitement, on était presque à 70% et après traitement, on a dépassé les 80%. Et pareil, là, l'élevage 4, avant traitement, on était à peu près à 80 à 85%, un peu moins. Et après traitement, on est à 100% des animaux excréteurs. Donc là, on peut vraiment quand même suspecter, on va essayer de les revalider dans ces structures, mais en tout cas, on peut vraiment suspecter la présence de résistance. Et la particularité de ces élevages, c'est qu'en fait, ils vont utiliser un vermifuge duo 2 fois par an. Donc, c'est vraiment la particularité de ces structures, c'est que dans les autres où ça marchait, en tout cas, on avait toujours une réduction. Là, c'est la particularité vraiment, c'était qu'il y a vraiment utilisation 2 fois par an d'un vermifuge à base de praziquantel. Ensuite, pour le Pyrentel. Donc, Pyrentel, on suspecte, enfin, on a vu qu'il commençait à se passer quelque chose dans un élevage de chevaux de course. Je vais vous montrer. Donc, déjà, la particularité de cet élevage, c'est qu'ils utilisent 1 fois par an du Pyrentel chez les jeunes, mais parfois, lorsqu'ils ont un problème, ils vont utiliser 3 traitements à la suite à base du Pyrentel, à moins d'1 mois d'écart. Donc des fois, ils vont, vraiment, exercer une forte, forte pression de sélection sur la population d'aneuploncéphales. Donc là, on pouvait voir, donc par exemple, dans ces 2 lots, avant traitement, donc il y avait 67% des animaux qui excrétaient des œufs et après traitement, 22%. Donc il y a quand même une diminution. Et dans l'autre lot, 75%, 13%. Donc on a toujours quand même une diminution, mais on en trouve quand même toujours à la fin. Donc c'est quand même, il se passe quelque chose. Donc dans cet élevage, on va essayer, pareil, de continuer à les suivre pour voir comment cette population d'aneuploncéphales va évoluer dans le temps. Donc voilà, comme je le disais, suspicion de résistance, donc praziquantel, donc très très forte. Et double dose de Pyrentel, pour l'instant, on ne l'a pas vraiment trouvé. On n'a pas les mêmes profils que pour le praziquantel, mais voilà, on a quand même une structure où il y a une suspicion et il faut le suivre dans le temps. Donc un point important, c'est qu'à l'ANSES, dès lors, ou même les vétérinaires, dès lors qu'ils vont trouver une résistance, on se doit de le déclarer. On déclare toujours bien anonymement, mais en tout cas, on se doit de faire remonter les cas de résistance à la NMV. Donc c'est un site, c'est assez facile à faire et comme ça permet à la NMV d'avoir un petit peu un bilan qu'ils pourront ensuite utiliser. Par exemple, ça peut servir pour un peu faire pression pour développer par exemple de nouveaux médicaments vétérinaires ou pour faire de nouvelles recommandations, etc. Donc maintenant, on va voir un petit peu les bonnes pratiques à mettre en place pour réduire le risque d'introduction de parasites résistants dans sa structure. Là, je vous ai juste rappelé les facteurs de risque de résistance. Donc, on a vu l'utilisation fréquente, un sous-dosage, mais également, on sait que des mouvements fréquents d'animaux, c'est aussi un risque d'introduction d'animaux qui vont introduire des parasites résistants. Je vais vous donner un exemple. On suit une structure qui est dans l'Or Atlantique où ils n'ont pas traité depuis 10 ans. Donc super, mais ils avaient quand même un niveau d'excrétion à peu près à 4000 OPG, donc vraiment des forts niveaux d'excrétion en termes de strong. Donc chez les jeunes, on leur a recommandé essayer quand même de traiter peut-être 1 fois par an. Donc ils ont traité avec du ferment-d'azole. Et là, catastrophe, le ferment-d'azole, pas du tout efficace. On n'avait pas du tout de diminution. Et avant 10 ans, c'était plutôt des bovins, donc il n'y avait pas d'équidés qui pâturaient sous ces parcelles. Donc, une des fortes suspicions, c'est qu'ils ont introduit, parce qu'il y a quand même pas mal d'introductions, ils ont introduit des animaux
qui avaient leurs parasites résistants. Et ces parasites résistants, au fur et à mesure, se sont multipliés, développés. Et c'est comme ça que le ferment d'Azone n'était plus efficace dans cette structure. Et également, notre risque de développer de la résistance, c'est de ne pas mettre en place du coup un protocole de quarantaine lors de l'introduction d'un nouvel animal. Donc, on va voir ensemble déjà comment on peut limiter la fréquence de vermifugation. Donc, d'abord, ce qui est important, c'est limiter d'abord le niveau d'infestation de l'environnement. Donc là, je vous ai pas refaire une webconf dessus, mais en tout cas, on sait qu'il y a différents paramètres, différentes conduites qui peuvent influer sur ce niveau d'infestation de l'environnement. Donc, par exemple, c'est de suivre la hauteur de l'herbe et faire des rotations, parce qu'on sait, ça a été prouvé, qu'il y a 80% des larves infestantes qui sont situées dans les 5 premiers centimètres de l'herbe. Parce que même si les larves de stron, par exemple, elles sont mobiles, elles ne peuvent pas non plus vous grimper en haut des arbres. Donc, c'est vraiment les rotations, c'est vraiment très important. Ensuite, il y a le pâturage mixte. Par exemple, mélanger des bovins et les équidés ou mélanger différents animaux avec différents âges. Et ensuite, par exemple, il y a aussi le fauchage ou l'herçage pendant une période de sécheresse qui va exposer les larves ou les œufs de Parascaris aux conditions extérieures, par exemple aux UV ou à la sécheresse. Et un autre point important, c'est une fois qu'on a essayé de limiter le niveau d'infestation de l'environnement, c'est de suivre le niveau d'infestation des animaux. Donc en faisant par exemple des coproscopies assez régulièrement. Et par exemple, aussi on peut faire en parallèle, qui est un test qui existe maintenant, qui est la recherche d'anticorps dirigés contre les monopocéphales dans le sang. Ou des fois dans la salive si vous envoyez les prélèvements à l'étranger. Donc ensuite, comment bien doser son vermifuge? Donc, l'idéal, c'est de peser, mais pour avoir une balance, c'est un coût. Donc, il y a d'autres outils. On peut, par exemple, utiliser l'outil de l'IFCE, style le poids via l'outil de l'IFCE, en utilisant le périmètre thoracique et la hauteur au garrot. Je sais que nous, c'est ce qu'on utilise, qui est très pratique à utiliser comme outil. Ensuite, mettre en place un protocole de quarantaine. Ça, je pense que ça, c'est la chose qui est vraiment très importante à faire. Donc, c'est déjà, avant d'introduire un animal, c'est de se renseigner sur les historiques de traitement et s'il y a eu des tests de résistance qui ont déjà été faits. Et ensuite, juste avant d'introduire, de l'isoler, de vermifuger et d'évaluer si le vermifuge a été efficace. Et lorsqu'on le vermifuge, c'est de bien ramasser les crottins pendant plusieurs jours post-traitement pour vraiment enlever tous ces parasites résistants qui risquent d'être excrétés. Tous ces crottins, on les met dans le fumier pour qu'ils soient compostés. Donc, pour conclure, là, je vous ai un peu refait une synthèse des 3 points à retenir. Donc, comme on a vu ensemble, il existe malheureusement maintenant des populations de stronques, de Parascaris et d'anoplocéphales résistantes à de nombreuses molécules benthelminthiques. Donc, il est vraiment important de rationaliser l'usage des vermifuges. Et pour ça, il est vraiment important de suivre l'efficacité des vermifuges, donc en réalisant régulièrement des tests de résistance. Et peut-être demain, on espère, ça c'est notre rôle, essayer de mettre à disposition des tests moléculaires rapides. Voilà. Merci pour votre attention. Ça, c'est mon équipe à l'INSES. Merci.